Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Et bonjour à tous. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. C'était un loupé, je la refais. Bonjour à tous. Bonjour Sandra, bonjour Robert. Anne Pia au micro, vous êtes dans l'épicerie culturelle du territoire. Alors merci d'être avec nous en direct. On sera ensemble pendant une petite heure. Aujourd'hui, on s'intéresse à vous, figurez-vous. Robert, ça Bonjour, vous fait quelque chose ? Bonjour Anne, et puis merci qu'on s'intéresse un petit peu à moi. C'est pas grand monde s'intéresse à moi, donc pour une fois, ça fait du bien, quoi. Eh ben écoute, c'est le principe de notre émission. On s'intéresse à notre invité et on s'intéresse aussi à un sujet qui l'intéresse. Alors aujourd'hui, le sujet qui t'intéresse, que tu as envie auquel tu as envie de partager, de discuter, c'est la place des artistes vivants dans les musées. Absolument, oui. Donc on verra ça dans un deuxième temps. Alors en premier temps, on peut dire qu'on va déjà s'intéresser à toi. Et après, on s'intéressera au sujet qui t'intéresse. Alors peut-être Robert Di Credico, tu pourrais nous présenter un peu, te présenter en quelques mots ton parcours. En quelques mots, oui. Je suis né en 1957, c'est pas d'aujourd'hui, un 16 octobre, de parents italiens émigrés. Et quel endroit en Italie ? Moi, je suis né en France. Mes parents sont des Abruzzes, de Pescara, de Chieti. Et par contre, je suis né en France et je suis né, c'est moins poétique. Je suis né à Mont-Solemin, dans le 71. Donc, petite enfance tout à fait heureuse, avec des parents adorables. Et, une vie à la campagne ? Une vie au début dans la périphérie de Mont-Solemin, une ville minière, puisque ça s'est arrivé en France. Mon père, mes oncles étaient des mineurs de fond d'ailleurs. Et ensuite, ils sont venus, ils ont quitté donc Mont-Solemin, je vais avoir 9 ans, et on est venu habiter dans l'Isère, pas très loin de ça, les Avenières, et ensuite Lyon. Et ensuite, dès que j'étais un petit peu plus grand, je suis revenu à la campagne, ne supportant pas vraiment la ville. Et pour parler vraiment de ma carrière de peintre, elle a commencé dans ma 14e année, où j'ai peint ma première toile à l'huile. Et je me rappelle, c'était un portrait de ma grand-mère, que j'avais en fait reproduit. C'est une photo que j'ai reproduite en couleur et à l'huile. Et j'avais compris ce jour-là, en voyant les yeux des adultes, le pouvoir que je détenais dans mes mains à ce moment-là. Donc c'est la découverte du talent. Ah ouais, le talent, je pouvais pas y mettre un mot dessus, mais ça a été déclencheur. Et j'ai joué de ça tout au long de mon enfance. Ma petite enfance et ma grande enfance, même mon adolescence, pour susciter l'admiration des gens à travers ce qu'on pouvait faire avec les mains. C'est propre d'un artiste, d'ailleurs. Voilà. C'est un mode d'expression, effectivement. Alors, et tu as dit que tu as peint donc ta grand-mère. Tu avais un lien particulier avec elle, ou c'était finalement Oui, c'était une époque où on vivait plutôt en famille. On veut dire que les parents étaient avec les enfants. Enfin, les parents, je parlais de mon père, de mon grand-père qui était avec ses enfants, c'est-à-dire mon père. On vivait en colonie en plus. Je vivais dans une colonie italo-polonaise à Mont-Solemin. Je peux vous dire que c'était un véritable paradis. C'était quelque chose d'exceptionnel. Donc oui, j'ai côtoyé ma grand-mère paternelle et ma grand-mère maternelle que j'ai connue que très très peu, et pas mon grand-père maternel, je ne l'ai pas connu. Alors une colonie, ça veut dire qu'il y avait plusieurs familles, comment ? Oui, des Italiens, des Siciliens, puisque c'est des Italiens aussi, mais c'est un petit peu différent, des Polonais, puisque ça se limitait même à ça. Et c'était un cocon. C'était vraiment un cocon. C'est-à-dire qu'on était à l'extérieur, on était à l'intérieur du cocon et loin de tout ce qui pouvait se passer à l'extérieur du cocon, qui était pas très beau à l'époque. Faut le savoir. C'était pas terrible. Mais nous, les enfants, on a été préservés de ça jusqu'à l'âge de 9 ans, où je suis arrivé à la campagne dans l'Isère, et j'ai compris ce que c'était que d'être italien à l'époque. Mais je ne savais pas, pour moi, j'étais français, puis il n'y avait qu'un seul pays au monde, c'est la famille. Et comment tu le vivais ? Donc être italien à l'époque, ça t'évoque quoi ? Ça m'évoque une chose qui me revient en mémoire, c'est quand à l'époque à l'école, on annonçait les noms. Je ne sais plus comment on appelait ça. On faisait la présence, en fait. Ça se passait le matin et on annonçait les noms. Alors il y avait des Durand, du Pasquier, ça. Puis à un moment arrivait Di Credico. On faisait l'appel. Ouais, quand arrivait Di Credico, j'étais mal à l'aise, très très mal à l'aise, parce que j'avais un nom italien et je sentais que c'était complètement différent des autres noms, mais je n'arrivais pas à mettre vraiment une image sur ce malaise. Puis je le ressentis à travers après d'autres actes. Mais
au-delà même de l'histoire que l'on entend en disant oui, mais j'ai été perturbé, j'ai été profondément blessé. Enfin, Dieu, qu'est-ce que ça m'a rendu fort. Voilà, je suis dans un pays que j'aime en plus. Hein. Je suis vraiment bien. On en parlera tout à l'heure justement de ça. Donc c'est vraiment en fait, oui, c'est finalement aussi ce qui t'a construit. Donc cette identité italienne. Tout à fait, oui. Il y a eu un combat, j'allais dire un doux combat. Il y a des combats qui sont beaucoup plus durs et où il y a des pertes. Là, il n'y a pas de pertes. C'est un doux combat qui m'a emmené pratiquement à l'endroit que je rêvais être. Peut-être pas dans les mêmes formes, mais en tout cas dans l'endroit où je voulais être. Ça m'a emmené, ça m'a propulsé en tout cas. Voilà, c'est plutôt un bien que quelque chose de mal. Alors j'aimerais évoquer avec toi justement ta carrière de peintre, qui a commencé donc à 14 ans, comme tu viens de le dire tout à l'heure, et que finalement c'était un mode d'expression aussi avec les autres. Oui, est-ce que tu peux nous en dire plus, finalement ? L'art est lié au regard de l'autre. C'est-à-dire que si je ne cherchais pas le regard de l'autre, si je ne cherchais pas à séduire, quel cas je fume une pipe d'opium, je m'allonge dans mon lit et je me fais des toiles au plafond que personne ne verra. Mais l'artiste, il a ce besoin de reconnaissance, il a besoin d'être vu, d'être regardé, d'être admiré. C'est le but et c'est ce qui nous construit. On a besoin de ça pour avancer, pour continuer à séduire de plus en plus. Donc ça, finalement, c'était ton moteur pour peindre. Oui, ça a été vraiment, oui, ça a vraiment été le moteur et je me cache pas derrière d'autres idées. C'est vraiment côté il faut avoir un ego démesuré pour faire artiste. On peut pas baisser la tête et peindre ou chanter en même temps. Ce n'est pas possible. Alors moi, j'aurais dit autrement. J'aurais pu dire, il faut avoir un besoin d'amour très grand. Il y est. D'abord, je dirais que besoin d'amour, il faut d'abord s'aimer soi-même. On peut pas aimer si on ne s'aime pas soi-même. Mais ça demande aussi toute une vie, et je pense pour tout le monde. Bien sûr, ça c'est pas propre aux artistes. La reconnaissance, il faut d'abord se reconnaître soi-même, il faut d'abord s'aimer soi-même avant d'accéder à l'amour des autres. Et ça me paraît d'une évidence simple. Donc l'art, il a à voir là-dedans, c'est que toutes ces forces sont décuplées quelque part. C'est que on se met avec des œuvres, on se met, qu'elles soient écrites, qu'elles soient chantées, qu'elles soient peintes, on se met à nu devant un public. Un public que l'on ne connaît pas, qu'on veut séduire, qu'on veut emmener avec nous. On n'a pas envie de vivre avec lui, surtout pas, mais on a envie de le séduire quand même jusqu'au bout. Donc, alors, il y a une représentation que tu as fait de toi, en fait, à la manière d'un clown. Ça m'a assez, interloquée. Et j'aurais bien aimé que tu nous parles un peu de cette position finalement de clown, de représentation clownesque. Oui. Dans tes tableaux. Et je crois que j'en ai vu plusieurs, il me semble. J'en ai vu passer plusieurs. Beaucoup, oui. Ça a beaucoup alimenté mes thèmes. Revenons d'abord sur le clown. Le clown a aujourd'hui une très mauvaise presse à cause de Stephen King, à cause de ça. Tout le monde a bloqué là-dessus. Un clown fait peur aujourd'hui. Donc c'est très dur d'emmener un public face à des clowns. Même au cirque, on n'en voit pratiquement plus. On voit plus, ça fait pleurer les gamins. Mais le clown, il n'était pas fait pour ça, en fait. Le clown, ça remonte même à plus loin, puisque je peignais avant les collections qui existent aujourd'hui, des thèmes sur la commedia dell'arte et sur des personnages masqués, des personnages grimés, et notamment sur les clowns. Le clown, je trouvais, avait quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu le passeur. Il est capable de t'emmener d'un monde à l'autre. Il est au-delà même du rire, du gag. C'est un personnage énigmatique. Oui, j'aime bien le comparer à un passeur, comme passer des vivants aux morts, passer du rire aux larmes. Il a un pouvoir qui est extraordinaire et j'aime son graphisme, j'aime le personnage tel qu'il est, tel qu'il se révèle, et tout le monde peut emprunter cet habit et se cacher derrière pour regarder le monde d'une autre manière. En tout cas, c'est peut-être une forme de petit côté de la lorgnette, de regarder le monde à travers les yeux d'un clown, puisque les gens ne vous voient que comme un clown et ne voient aucune âme en vous. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, les clowns ont fait partie énormément. Enfin, chacun, si je peux rectifier aussi, sans problème. Chacun aussi, à sa manière, va peut-être voir le clown là où il en est, ou percevoir au-delà du clown. Bien sûr. Au-delà du clown, il peut y avoir tout et rien. Après, des discussions philosophiques autour du clown.
Voilà, on peut dire beaucoup de choses, mais voilà. Peut-être avant de marquer la première pause, j'aimerais encore te poser une question au sujet de ton travail. Est-ce que tu as une démarche particulière, puisque ça fait je sais pas combien d'années en fait tu es peintre, mais c'est un travail qui est très ancré, en tout cas une activité, un travail, j'ai envie de dire plus qu'un travail, mais j'ai pas le terme pour dire que ça prend en tout cas toute ta vie. Une vie. Et donc quelle est ma question, c'est quelle est est-ce que tu as une démarche particulière par rapport à ton travail? Alors, je saurais même pas. Tu vois, tu as un livre à côté de toi, les choses sont expliquées dedans. Comme je te l'ai dit, c'est pas un livre d'art à proprement parler, c'est l'histoire d'un petit gamin jusqu'à maintenant à travers l'art. Et te dire quelle serait la méthode, quelle a été ma méthode, comment j'ai démarché, je ne sais pas, j'ai rebondi de coup de chance en coup de chance, tout en comprenant bien que la chance, faut la provoquer aussi. Je saurais pas retracer le mécanisme, je saurais te dire ce que j'ai fait, mais le mécanisme, comment ça s'est passé, c'est impossible. C'est lié à la chance, au hasard, à la vie, au destin. Voilà. Mais il n'y a pas de règle précise en tout cas là-dessus. Je n'en ai pas. Alors Robert Di Credico, on s'intéresse à vous. Et on va poursuivre avec un portrait, mais avant ça, on va écouter une musique qui a tout son sens en fait dans ta vie. Tu nous raconteras. On va tout de suite lancer Bob Marley, Sun is Shining. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Ah, c'est si bon d'être là. Je suis vraiment contente d'être avec vous et de m'intéresser à vous, de m'intéresser aussi aujourd'hui à Robert Di Credico, un peintre vraiment admirable qu'on connaît beaucoup, en tout cas sur Aix-les-Bains. Et je suis gentil en plus. Alors ça, voilà. Oui, d'accord, très bien. C'est important. Bien sûr que c'est important. Et il y a pas très longtemps, tu as installé, la mairie, je vais y arriver. La mairie, t'as passé commande d'une sculpture. Tout à fait, ouais, qui est place de la mairie. Qui représente un cavalier d'échecs, mais un cavalier surréaliste puisque tu le vois, il prend vie en fait. Il est posé, là, quand tu regardes la mairie de face, à droite de la mairie, à côté du jeu d'échecs géant qui est au sol et des tables d'échecs. Donc voilà, ça a été vraiment un grand moment de bonheur. Je remercie encore Renaud et puis la municipalité parce que quelque part, c'est vraiment un geste de reconnaissance. C'est très très important. Et c'est même pas pour la postérité, c'est pour le moment présent. Je trouvais que c'était vraiment vraiment bien. Voilà, un grand merci encore. Oui, c'est sûr, c'est une vraie reconnaissance et ça donne une place. Bien sûr, oui. Alors, tu as aussi quand même tu es attiré visiblement aussi par les animaux. Il y a beaucoup de taureaux, notamment. Je vois encore dans ton atelier ce taureau bleu qui est absolument magnifique, avec d'autres statues, bien sûr. Tu veux nous... Alors, il y a beaucoup dans tous ces animaux, beaucoup de... Il y a le côté instinctif qui est très fort, en tout cas. Je pense que dans tous les thèmes ou les sujets que je réalise sont des thèmes qui sont quelque part universels. Après, je pourrais te mentir et trouver une histoire à chaque fois que je fais une toile ou que je peins un taureau ou un cheval. J'ai eu des chevaux dans ma vie. Le taureau, j'ai aimé la corrida, mais j'ai aimé voir la corrida, j'ai aimé ça. Et après, tout ça est parti en arrière, sont restés des souvenirs que j'extrapole aujourd'hui, mais ça reste des thèmes universels. Je crois que, on va dire plus simple que ça encore, ce sont des sujets universels. Et le thème, pour ma part, c'est la manière où je peins, par exemple, c'est la fracture entre l'ombre et la lumière. Ça c'est mon thème principal. Et quant à la sculpture, eh bien, c'est la manière de rendre en 3D ce que je peignais en 2D avant. Voilà. Donc c'est un véritable bonheur de voir une toile prendre du volume. Alors Robert Di Credico, on va commencer la deuxième partie de cette émission qui est le portrait. Un portrait avec des questions peut-être parfois un peu décalées ou pas. On a écouté une musique qui a du sens, tu nous diras après. Je t'ai demandé aussi d'apporter un objet qui te représente dans ta construction personnelle. Alors peut-être tu peux pas nous le montrer
aux auditeurs, mais à montrer, ça va être compliqué, mais en tout cas, nous dire ce que tu as dans les mains. Alors, c'est un peu plus grand qu'une carte de crédit, à peu près la même forme. Il y a un visage d'un côté, des républiques françaises marquées, des dates, et la photo de mon père dessus, puisqu'il s'agit tout simplement d'une carte de séjour. Donc, j'ai conservé cette carte. Depuis la mort de mon père, je l'ai gardée parce qu'elle était riche en symboles, riche également en transmission. Ce que mon père a pu me transmettre, c'est, bien que je ne sois pas toujours la modération, quand on était émigré à l'époque, on n'avait pas le droit de dire qu'on n'était pas content, parce que c'était la direction directe de l'autre côté de la frontière. Et cette carte, elle représente tout ce que mon père a pu faire pour nous, combien de fois il a dû mettre le poing dans sa poche, combien de fois nous, enfants, on a vu se transformer un super-héros qui était notre père en quelqu'un qui avait pas de courage, parce qu'on comprenait pas quand il y avait une altercation, quelque chose, qu'il ne le répondait pas, qu'il fuyait. C'était dangereux pour la famille qu'il réponde. Donc tout ça, il me l'a inculqué. Bien sûr, c'est moins violent aujourd'hui dans mon esprit. Tu l'as peut-être mieux compris. Bien aussi. sûr, carrément. Et mon père m'a offert, à travers cette petite carte, il m'a offert un pays merveilleux. Je suis amoureux de la France. Je voyage, j'ai beaucoup voyagé. J'aime revenir dans mon pays et dans ma région en particulier. Mais ce pays, je pense que mes parents me l'ont offert. Je le mérite parce qu'ils me l'ont offert, parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices de fait. C'est beau ce que tu dis, c'est super beau. Voilà, ça c'est une véritable transmission. C'est une belle reconnaissance aussi. Il y a un beau cadeau que tu leur fais, en tout cas à travers ce que tu viens de dire, je trouve. C'est très beau. Alors ça c'est l'objet. Maintenant parlons d'une musique qui a marqué un événement de ta vie, par exemple. Donc tu as choisi, on l'a écouté tout à l'heure, Bob Marley, Sun is Shining. Tu peux nous dire ton choix? Bien sûr, expliquer ton choix? Il est lié donc à un de mes fils, à Enzo, que j'ai perdu il y a quelques années dans un tragique, même pas un accident, c'est un meurtre tout simplement. Et c'était également quelqu'un de très très doué. Enzo était quelqu'un de très doué en musique, puisque il rappait, il faisait du hip-hop, il composait lui-même, il a fait quelques scènes aussi. C'était parti vraisemblablement avec l'esprit qu'il avait pour être un très grand là-dedans. Et tout ça s'est arrêté à cause d'un simple coup de couteau dans son dos. Donc quel âge il avait, Enzo? 25 ans. 25 ans. Mais tu sais qu'un gamin, quand il a 25 ans, il a toujours 5 ans pour toi, donc c'est toujours un enfant. C'est toujours ton enfant. Et voilà, ça m'a permis de comprendre la précarité des choses. C'est-à-dire que rien n'est acquis et que non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça nous arrive à nous aussi. Donc voilà, une petite pensée pour Enzo, et à travers cette musique qu'on écoutait entre autres, le reggae faisait partie énormément des musiques écoutées à la maison, et notamment Sun is Shining, c'est vraiment le morceau qui représente pour moi mon fils. Voilà. Paix à toi, en tout cas, Enzo. Paix à toi. Et puis, si on peut aussi cultiver la paix dans notre environnement, je trouve que, en fait, on n'a pas assez de relecture autour de nous aussi de ce qu'on génère. Est-ce qu'on va générer de la paix? Est-ce qu'on va générer du chaos? Et ça, je crois que c'est aussi à chacun autour de soi. On n'est pas obligé de vouloir peut-être la paix dans le monde si on n'est pas capable déjà à notre niveau, en posant des petits cailloux, des petites pierres de paix et de sérénité. On en a tous besoin, et finalement ça c'est un besoin universel et commun, propre à tous les hommes, un désir et un profond besoin de paix en son cœur. Donc bon, ça c'était une parenthèse. Robert, est-ce que tu peux nous partager une citation qui te touche? Alors oui, alors celle-là je l'adore particulièrement. J'essaie de te la dire, je l'ai écrit en moitié, mais je me rappelle bien. La citation, c'est: l'art a plus que jamais sa place dans notre monde. Il contribue à nous élever et à nous rendre meilleurs. L'art a plus que jamais sa place dans notre monde. Il contribue à nous élever et nous rendre meilleurs. Alors, cette citation, elle est de Giovanni Di Nardo. Alors, non, c'est pas un écrivain, tu ne le connais pas. Non, je ne connais pas Giovanni Di Nardo. Parce que, en fait, c'est tout simplement le nom de ma mère et mon deuxième prénom.
Ah. C'est-à-dire que j'ai des fois du mal à entendre des textes ou des textes que des gens me présentent avec des citations des autres dedans. J'arrive pas à comprendre que on a bien assez de mots et d'intelligence pour créer nos propres citations. Donc, comme je voulais pas trop blesser, chaque fois que je mettais une citation dans un texte, j'en mettais une de moi, mais je mettais un autre nom, un pseudonyme, là, tout simplement. Donc, tiens, c'est l'idée. Gloire à Giovanni Di Nardo, qui est un sacré écrivain quand même. Donc voilà, j'adore cette citation, mais un petit clin d'œil à la créativité, tout ça. Ouais, c'est une belle histoire aussi de créativité, effectivement. Un conseil qu'on a pu te donner un jour et qui résonne encore aujourd'hui dans ta vie. Ouais. Celui-là, il a été très violemment adorable. Ça a été à un vernissage. Et je sais pas si tu as connu un parc qui s'appelait Avenirland, avant que ce soit Walibi et les Avenirs. Non. Ça s'appelait Avenirland. Donc déjà Walibi, je connais pas, ou si je connais, mais j'ai du mal. Voilà, donc c'est un parc de loisirs tout simplement. Et comme on habitait dans la même ville. J'avais fait un vernissage, j'avais invité le directeur du parc qui était un ami à moi, je vais le remémorer puisque c'est une personne qui est décédée, qui s'appelait Serge de Voissou, et m'avait présenté à ce vernissage un ami à lui, un peintre suisse, un très vieux monsieur, qui était venu voir ces toiles sur le thème de la Commedia dell'arte à l'époque. Et ce monsieur m'a dit, alors peut-être que j'ai enjolivé les paroles, mais je suis pas loin de la vérité, il m'a dit c'est magnifique, tout ce que tu toucheras sera magique. Wow. Alors, je ne sais pas si c'est une réalité à 100%. En tout cas, j'ai gardé cette phrase dans ma tête et j'ai fait toute ma vie en sorte que ce que je réalise, je parle au niveau de la peinture, le soit. Tu soit. peux me toucher la main, s'il te plaît, Robert? Bien, merci. Pas de problème. Tu ne brilleras pas plus, ça, ouais. Mais voilà, ça, cette phrase, elle résonne encore, en tout cas, dans mon esprit. Mais oui, parce que finalement aussi, c'est des mots qui peuvent t'aider à des moments donnés où peut-être il y a des moments où on se perd en chemin, il y a des moments où on a besoin comme ça de se remémorer de belles paroles qui nous relancent aussi sur notre route. Tu peux blesser quelqu'un à vie avec un mot dont jamais tu t'es aperçu que tu l'as dit. Dans une discussion, ça arrive à tout le monde, hein, ça m'est arrivé, tu peux blesser quelqu'un à vie avec un mot, mais au contraire, tu peux l'emmener très haut avec un simple mot. Et ce personnage était tellement mystérieux. Je trouvais mystérieux d'avoir une grande histoire derrière lui. Je m'en étais fait tout un monde. J'ai l'impression que sa parole magique, elle l'était aussi. Donc c'était ce moment-là était assez important. Donc ne soyons pas avides de bons mots et de mots pleins d'amour. Oui. Hein? Ton livre de chevet. Alors, c'est le terme de chevet, c'est-à-dire que dans ma table de nuit, il n'y a pas de livre. Voilà. Alors, vraiment, le livre, il y a 2 livres, hein, si je peux les mettre même dans un ordre. Je suis pas un grand lecteur, et j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie un critique d'art, un monsieur qui s'appelait Maurice Cotin, vieux monsieur adorable, d'une culture extraordinaire. Il m'a dit, mais quelqu'un qui ne lit pas ne peut pas avoir accompli une partie de sa vie. C'était tellement important pour lui, la lecture. Donc, il m'a créé un rouleau qui se déroule comme un parchemin et dessus c'était marqué la bibliothèque idéale. Donc cette bibliothèque, je me rappelle, commençait par l'épopée de Gilgamesh. Donc, c'est un plus vieux livre du monde qui a plus de 4000 ans, tiré de tablettes cunéiformes mésopotamiennes. Donc ça démarrait par ça et dedans on trouvait des tas de livres et notamment Don Quichotte. Donc Don Quichotte qui est devenu un gros thème au niveau de ma peinture et de ma sculpture. Mais Don Quichotte a vraiment été vraiment un roman qui m'a révélé. J'ai eu du mal à lire d'autres romans après. Donc après, à chacun son interprétation de qu'est-ce qui dans Don Quichotte, tu en retiens quoi finalement de ce personnage? J'en retiens qu'un vieux fou part dans le monde pour protéger la veuve et l'orphelin, court après une dulcinée qu'il a cru entrevoir, mais qu'il a complètement il l'a complètement rêvé. Tout ce qu'il voit, il le rêve complètement. Et tout le long de son parcours, qui est semé d'embûches, on s'aperçoit que toutes les embûches, ce sont des gens du village qui lui tendent pour le faire revenir chez lui. Donc tout ce qui peut lui arriver, jusqu'à la fin où il se rend compte, ce personnage, c'est pas la seule image, hein, Don Quichotte se rend compte en fait que effectivement tout ça n'est qu'un leurre et il veut rentrer au village et il va rentrer et d'ailleurs mourir d'épuisement
Et en rentrant, tous les gens du village le retiennent en disant non, continue, tu nous as fait rêver avec tes aventures. C'est la force qu'on peut donner contre une personne qui veut créer du beau, pour essayer à tout prix de lui faire créer du mauvais, mais la personne lutte quand même pour monter au-dessus. Comme je crois que c'est Paulo Coelho disait que des tas de gens s'évertuent à noircir l'âme du monde et d'autres à l'embellir. Donc il y a toujours cet équilibre, cette force qui entre emmène. l'ombre et la lumière. Don Quichotte, ça a été ça. Voilà. C'était vraiment le personnage qui a emmené tout le monde dans un rêve. Et c'est ce que tout artiste voudrait être capable de faire, c'est d'emmener. Alors après, c'est la frontière aussi entre le rêve et l'illusion. Le rêve où on voit finalement qu'une part poétique, positive, optimiste, belle, et l'illusion qui parle peut-être plus de déception, de déni. Je sais pas si je le mettrais comme ça. Il y a la vraie vie, on va dire la vraie vie, celle qui est tangible, palpable, mais il n'y a pas de vraie vie sans rêve. Il n'y a pas de vraie vie sans pensée, sans onirisme, sans fantastique. Si c'est qu'une vraie vie, être un légume, aller manger, aller se coucher, marcher et tout, non, il y a comme une part de l'esprit qui est énorme. Le rêve, il est là. L'artiste, il est là aussi pour ça, pour ouvrir des portes sur l'irrationnel. C'est simple. Ça paraît simple en tout cas. Alors, une personne ou une personnalité pour laquelle tu as une certaine admiration, voilà. Oui, là ça va être très très simple, c'est ma femme tout simplement. Elle s'appelle Ségolène, c'est une sorcière moderne. C'est joli. C'est une ostéopathe, une guérisseuse de premier rang, et j'ai une admiration pour cette femme, en dehors de l'amour que je lui porte, pour ce qu'elle peut amener aux autres de bien. Quand le matin, quand elle part, elle dit allez, je vais aller sauver le monde. Mais elle le dit pas d'un air, c'est pas cynique. Elle pense vraiment, elle est altruiste. C'est vraiment une qualité magique. C'est une Don Quichotte au féminin. Ah oui, complètement. Elle est, c'est même chevalier. Et des fois, j'en suis jaloux parce que j'ai pas cette capacité à m'intéresser aux autres comme ça. Faut être d'une loyauté, c'est terrible en tout cas. Et voilà. Ségolène, si vous nous écoutez, vous avez vraiment de la chance, vraiment. Voilà. Ouais. Elle doit être en train de sauver quelqu'un certainement à ce moment-là. Très bien. Robert, qu'est-ce qui te fait sourire en toi? Ce qui me faisait sourire, mais j'ai beaucoup changé depuis quelque temps, et ce qui me faisait beaucoup sourire, et j'ai dû réfléchir à ça, c'était mes fausses colères. D'accord. J'étais un comédien. Comédien dell'arte. Ouais, je me mettais en colère, mais s'il y a du monde qui regardait, il fallait que je casse quelque chose. Je monte sur mes grands chevaux, que je casse, mais seulement, ce qui me faisait rire, c'est que je cassais jamais des choses chères. Ah bah oui, quand même, c'est des choses pas chères, donc c'était pas une grosse colère. Voilà, donc j'en ris de ça, et puis j'en connais qui rient en pensant à ça, en tout cas. Voilà. Alors, une autre question, peut-être qui découle ce que tu viens de dire, ou autre chose. Une action que tu as fait, que tu as posée un jour, et dont tu es fier aujourd'hui, et qui représente bien finalement ce que tu es dans ta personnalité. Je crois que ça reste dans le cadre, en tout cas, de la peinture. On va vraiment rester dans le cadre de la peinture. C'est ce que j'ai réalisé en 95. En 95, j'ai réalisé une performance. Donc, je fais des performances, je peins des toiles en direct devant public. Mais une performance à nul autre pareil, puisqu'il s'agit de 48 mètres carrés, peints en 4 heures de temps devant 22 000 personnes. Il s'agissait là du 50e anniversaire des Nations Unies. Donc, j'ai fait cette œuvre qui était une véritable gageure. Mais ce que je retiens dans ça, c'est effectivement, ça a été génial, l'image. Non, ce qui est le plus important, c'est d'être arrivé sur cette scène le 15 octobre 95. Comment je me suis retrouvé devant cette toile à la demande de Boutros-Ghali à l'époque. Faut y aller, hein. Ouais, faut y aller, hein. Alors moi, je me suis retrouvé tout petit, et c'est ce que j'en tire, c'est surtout ça. C'est qu'il fallait une pugnacité pour arriver à ça, mais en défiant. Si on peut en mettre quelques mots, en défiant, et ça rejoindra ce qu'on a dit tout à l'heure, en défiant le ministère de la Culture. J'ai rencontré tous ces gens, on peut citer les noms, puisque c'est les ministres à l'époque,
des Jacques Toubon, ça vous parle? Bien sûr. C'était ministre de la Culture à l'époque, qui m'a envoyé bouler comme jamais j'ai vu, son inspecteur de la création artistique. Alors, on en était en fait à la phase du projet où la performance que je devais faire pour les Nations Unies avait été acceptée par les Nations Unies pour le 50e anniversaire de l'institution. Et là, à partir de là, je me suis mis en démarche et je suis allé chercher des budgets parce que c'était pas rien à faire. 48 mètres carrés, il fallait mettre en place et puis il fallait un peu d'études derrière. Et la première chose que je suis allé voir, c'est quand même mon ministère. Mon ministère, c'est ceux que quand je payais ma maison des artistes, il y a une partie qui va pour eux, pour qu'ils puissent acheter des voitures, manger, payer leur jeu et tout. Donc c'est des gens que j'ai beaucoup aidés. Je crois que on a ouvert une porte et Robert s'y engouffre. J'ai plus peur. Alors... J'en ai eu peur passer un temps, mais je serais pas mal poli. J'en ai eu peur passer un temps. On en est au portrait. Hein. Ouais, ça fait partie n'oublie pas, c'est les réponses un peu au tac au tac. Ça fait partie de mon portrait. Hein. Ça fait vraiment partie de mon portrait. C'est pour réengager en fait la discussion, cette pugnacité qu'il m'a fallu pour arriver devant cette toile et combattre des personnages comme ça. Ça a été d'une complexité d'ailleurs où j'ai eu 0 centime de budget. Voilà. Pour tout ça pour rien. Voilà. Alors pour conclure le portrait, on va dire, ce portrait, j'ai 3 petites questions. Quelle discipline, qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Quelle discipline tu aimerais apprendre? Quelle information tu aimerais connaître, personnelle ou mondiale? Et quelle valeur tu aimerais transmettre? Donc la première, quelle discipline tu aimerais apprendre? Alors, qu'est-ce que tu aimerais apprendre? J'aimerais pas apprendre en fait, j'aimerais réapprendre. D'accord. J'aimerais apprendre, j'ai pratiqué longuement, notamment les arts martiaux et le karaté. Ok. Et je l'ai pratiqué comme un jeune, c'est-à-dire avec toute la fugue qu'on peut avoir, la force, le tempérament la fougue. Et j'aimerais vraiment réapprendre, mais d'une manière beaucoup plus douce. Re-rentrer à nouveau là-dedans, c'est peut-être un projet qui ne se fera jamais, où il faudra croiser qui il faut pour le faire et retourner à nouveau dans cette ambiance qui, pour moi, a été réellement une école de vie. Les arts martiaux ont été vraiment une école de vie, au-delà même comme on peut l'imaginer, du combat ou autre, tout ça c'est de la foutaise. Ça a été vraiment une école de vie, une école de comportement aussi, comment se comporter avec les gens. Quelle information tu aimerais savoir? Connaître. J'aimerais, comme confirme en tout cas une chose, c'est que Dieu n'existe pas. D'accord. Faudra pas me demander à moi. Tu comprends bien que quand tu dis confirme-moi, ça veut dire que je suis pas sûr non plus. Voilà, au moins on sait de quoi on parle. Et pour finir ce portrait, quelle valeur tu aimerais transmettre? Valeur, je ne vais pas mettre un nom dessus, parce que pour revenir sur cette petite carte que j'ai devant moi, sur ce que mon père a pu nous transmettre, Comment je peux exprimer, par quels mots Peut-être que quand ils sont venus en France, d'abord ils ont fui une famine qu'il y avait sur l'Italie du Sud, mais ils sont venus, ça a été un rêve, donc ils sont venus concrétiser un rêve, peut-être transmettre, comme ce que j'ai pu faire à travers ma carrière, transmettre le fait qu'on peut... Transmetteur de rêve. Voilà, transmettre le fait qu'on puisse réaliser un rêve, en tout cas, avoir un rêve et le réaliser, le matérialiser. Voilà. Alors Robert Di Credico, on s'intéresse à vous, on s'intéresse à toi avec un sujet qui te tient à cœur, la place des artistes vivants dans les musées. Mais juste avant, en fait, pour lancer le sujet, on va écouter ensemble une musique que tu as choisie, The Green Leaves of Summer, par The Brother Four. Radio Grand Lac, 92.1, le grand bain de la vie locale. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci à vous de nous suivre dans l'épicerie culturelle du territoire. On s'intéresse à vous avec Robert Di Credico. C'est vraiment passionnant, je trouve, les histoires de vie. On a tous une histoire passionnante finalement, des chemins différents et à la fin on est tous des personnalités uniques. Comment ne pas croire en Dieu, Robert Di Credico? Petit clin d'œil avec ce que tu as dit en fin de juste avant la coupure. Peut-être tu pourrais nous raconter un petit peu l'histoire de cette musique que tu as choisie, que je ne connaissais pas. Ah, oui. Mais
Oui, cette musique, il y a ce qu'elle est et ce qu'elle dit. Déjà, cette musique, pour les cinéphiles, fait partie de ce grand film qui s'appelle Fort Alamo. C'est quand ce siège a été anéanti, c'était uniquement pratiquement que des trappeurs à la fin dedans, a été anéanti par Santa Anna, un général mexicain. C'était un véritable carnage. Et dans le film, cette musique, je crois que c'est le dernier soir, avant que tout le monde meure, il y a une petite pause. Et là, c'est triste. Et ce qu'elle dit, la musique, c'est qu'il y a un temps pour cultiver, pour labourer, pour semer, et un endroit pour mourir. Pas un temps pour mourir, un endroit pour mourir. Donc j'ai fait très très court, mais moi, cette musique et notamment les paroles me mettent le frisson, et voilà, elle fait partie de mon patrimoine musical en tout cas. Alors, on va s'intéresser à un sujet qui te tient à cœur, puisque c'est aussi le propre de l'émission. On s'intéresse à toi, à ce que tu es, et aussi à un sujet qui te touche. Et tu as choisi d'évoquer la place des artistes vivants, la place des artistes morts aussi dans les musées. Alors pourquoi ce choix ? Qu'est-ce qui t'anime dans cette thématique ? Sans monter dans les tours, Robert. Non, je me connais, mais non, c'est pas mon style. Ça m'a animé. Je pense vraiment toute ma carrière. Au départ, je crois que c'était fondé sur une simple jalousie de voir des gens dans des musées qui avaient réussi. Et bon, quand on est en début de parcours, en milieu de parcours, qu'est-ce que la réussite, hein ? Déjà, qu'est-ce que la réussite ? Donc ça, c'était vraiment au tout début. Et après, petit à petit, j'ai commencé à prendre conscience comment les choses se passaient. C'est-à-dire que il y a une promotion qui est énorme, qui est faite sur les musées, tant mieux, puisque c'est un puits de culture. Mais je dirais, malheureusement, cette culture, mais c'est toujours la même. C'est-à-dire, en plus, c'est une culture qui est imposée, qui est réellement imposée. Comment expliquer ? Il y a quelque chose pour l'expliquer. Par exemple, c'est le syndrome, il faut que j'arrive à retrouver ce nom dont avait... je vais partir sur quelque chose où je vais échouer. En tout cas, on nous a imposé des images. Je vais prendre une simple image comme la Joconde. La Joconde, ça a été peint par un artiste. C'est une petite toile, c'est pas très grand, c'est un portrait de cour, comme il y en a eu des milliers à l'époque. Et pourquoi celle-ci a surgi d'un coup ? Ça, c'est la réponse parmi ce que j'aurais aimé savoir, c'est pourquoi déjà. On met ça en avant et on dit à un public, voyez, c'est la plus belle toile du monde. C'est-à-dire, à partir de là, on fait une sorte de bourrage de crâne en expliquant ce qu'il faut aimer uniquement. C'est-à-dire que ça c'est bien, pas bien, ça, et on continue. Et le musée, il a trié déjà, donc il sait ce qu'il va montrer, et les personnes sont limitées dans ce qu'ils vont voir. J'aurais aimé, moi, que les musées puissent s'allier à des artistes vivants, et faire des promotions d'ateliers aussi. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un atelier, que l'atelier d'un artiste ? Pour quelle raison ? Quand vous rentrez dans un musée, un beau Pissarro ou un Picasso, il n'est pas là pour vous dire, ou pour vous parler de ce qu'il aime, de ce qu'il fait. Si. Par contre, il y a des gens dans les musées qui sont capables de dire ce qu'il a voulu faire. C'est complètement aberrant. Parce que si tu me poses une question sur une toile que j'ai faite il y a 10-15 ans, demande-moi rien que l'état d'âme dans lequel je l'ai fait à l'époque, je serais incapable de te répondre. Il y a des spécialistes capables... Incapable ou pas. Ça, voilà. Des spécialistes capables de faire 15 volumes sur une toute petite toile. Donc ça, je dis chapeau pour les éditeurs, parce que c'est bien. Mais pour moi, ça n'a aucune valeur. C'est-à-dire que, je peux le dire que l'histoire de l'art, de la peinture en tout cas, c'est quelque chose de surfait qu'on a rajouté derrière, parce qu'il faut toujours que l'homme explique ce qu'il fait. Ça aurait été bien que la peinture ou l'art reste quelque chose de complètement irrationnel. Je trouve ça merveilleux. Pourquoi vouloir à tout prix savoir ce que l'artiste a voulu faire ? Si tu passes devant une œuvre... Après, c'est de quelle manière c'est pas... Alors, j'entends bien ce que tu dis, mais je me dis aussi... c'est aussi prétexte peut-être à échanger, à discuter, de la même manière, par exemple, quand on parle de sentiments, quand on parle d'amour, ou quand on parle... C'est des choses on peut pas vraiment dire, et pourtant ça anime, ça délie les langues, et on essaye aussi d'expliquer, de comprendre. C'est aussi peut-être une manière d'aborder les choses. Tu crois pas ? Bien sûr, mais ça tourne en rond.
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le... C'est vrai que depuis la fin de la guerre, dernière guerre, hein, je parle, qu'on n'a pas connue, heureusement, et rien n'a changé. Je veux dire que les plus grands sont nés, sont morts, et depuis, la peinture, il faut reconnaître que l'art s'est énormément vulgarisé, c'est-à-dire que c'était à la portée de tout le monde, et c'est devenu très très complexe. Aujourd'hui, de se détacher, c'est devenu très très compliqué, voire même impossible. Mais ce que je reproche, justement, c'est qu'il n'y a, de la part d'un ministère, notamment celui de la culture, qu'il n'y a pas réellement d'approche au niveau des artistes. Il n'y en a pas, du tout même, du tout. On a le monde des galeries, bon, c'est un monde, il faut y avoir goûté pour comprendre, mais il n'y a pas une reconnaissance réelle d'un travail qui est fait. Je ne trouve pas ça, peut-être c'est complètement utopique ce que je demande, hein, peut-être que ça ne vaut rien. Tu veux dire qu'il n'y a pas de reconnaissance ? Il n'y a pas de... C'est ça ? Mais rien. Enfin, c'est dur à t'expliquer sans rentrer dans la polémique et la violence. Mais les gens, ils sont payés uniquement pour être payés, c'est tout. Mais j'ai jamais vu quelqu'un d'une DRAC, d'une FRAC ou d'un ministère de la Culture venir me voir. J'ai fait réaliser des choses, notamment cette toile pour les Nations Unies. Personne n'est venu me voir pour me dire bravo, merci monsieur, même un merci. Je ne veux même pas de l'argent, je voulais rien. C'est-à-dire qu'ils sont inexistants. Et c'est pas normal. Ce sont deux mondes qui devraient être tellement proches, normalement. Voilà. C'est ça qui me fait bondir. Ces deux mondes qui devraient être très, très proches. Le monde des... Donc, il manque les pas que des musées, quand on parle des musées, mais même de la culture. La culture, un bâtiment qui est réservé à la culture. Il faut qu'il y ait de la culture dedans. La culture. Voilà. Non pas pas du maïs ni du tabac, la culture. C'est vraiment de la peinture, c'est de la poésie, c'est du cinéma, c'est de tout. Mais pas ce que je vois aujourd'hui. C'est-à-dire que on a créé quand je dis ministère, ça englobe vraiment l'ensemble. Hein. C'est pas du tout que le ministère. On a créé quelque chose qui est pas du tout en phase avec ce que l'on est, nous, artistes. Qu'est-ce qui te manque, en fait ? Qu'est-ce qui m'a manqué ? Aujourd'hui, je manque plus de rien. Par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu, en tout cas, ta déception, qu'est-ce qui te... Alors, j'entends bien que tu n'as pas de revendication en même temps, je veux pas mais ce que je veux dire, c'est qu'elle... J'ai un exemple très très concret à te donner. J'ai exposé un jour à Vaugelas, à l'église, à la chapelle à Chambéry, et j'avais posé sur la table à l'entrée des posters que je donnais aux gens. Une femme rentre, ça aurait pu être un homme, hein, il n'y a pas de misogynie, n'y voit pas de misogynie là-dedans. Donc elle rentre pas, elle passe la tête comme ça, c'est un peu son, elle me dit, pardon, excuse-moi, j'ai tapé dedans. Elle me dit, c'est payant. Ben, je dis non, je vous en prie, madame, entrez, faites le tour. Donc, elle rentre prudemment, elle regarde l'étoile, prend son temps, elle arrive vers les posters, et puis alors elle est très beau. Elle me dit, c'est payant. Je dis non, madame, c'est pas payant. Donc, j'en voulais un. Elle me dit oui, donc j'en prends un, je le roule, je mets un élastique, je lui tends le poster, et en lui tendant, je retiens un petit peu le poster. Je dis, mais à 2 reprises, on m'a demandé si c'est payant. C'est pourquoi ? Elle me dit, je dis, je vais vous dire, parce que quand vous rentrez dans un musée, vous ne demandez pas si c'est payant, vous demandez combien ça coûte. Quand vous arrivez à l'endroit où ils vendent des livres, vous ne demandez pas si c'est payant, vous demandez combien ça coûte. Mais ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'en rentrant dans un musée, par rapport à ici, c'est votre patrimoine, ça vous appartient. Vous savez que c'est le patrimoine de la France, donc vous payez pour voir vos propres œuvres. Et moi qui vis de ça, je vous fais cadeau de ce que je fais. Cette femme, au lieu de réagir mal, elle m'a dit oui, ça donne beaucoup à réfléchir. Voilà, bien sûr. C'est là, voilà, la réflexion, elle est là. Elle est légère. Aujourd'hui, c'est plus vraiment un combat, mais c'est pour saluer mes amis artistes, peut-être certains entendent, qui sont dans leur atelier, qui se battent bec et ongle pour arriver à avoir un public qui soit pas aspiré par autre chose. Je me rappelle, maintenant, quand on fait un événement aujourd'hui, je sais pas, un vernissage ou une perf, tout le monde vient vers toi et te dit, tu te rends compte, mais t'as la Coupe du Monde de foot en division 2, poule B, machin, je sais pas, que des trucs hyper compliqués, t'as du tennis à droite, tu peux pas, non, ce soir t'as un autre truc. Tous les soirs sont pris aujourd'hui, donc chacun fait son petit nid dans ce qu'il peut. Mais voilà, je suis gêné par ça, mais plus en combat. C'est fini. D'accord. Le combat est terminé pour moi, voilà. Mais petit coup de chapeau à ceux qui résistent, qui continuent et qui se battent. Ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de peindre, de travailler, mais je pars sur un axe beaucoup plus doux. Voilà, c'est d'autres. Alors, par cette thématique-là, tu ouvres aussi sur la thématique du patrimoine dans les musées, c'est-à-dire aussi ce qu'on nous donne à voir. Bien sûr. Donc, d'une manière, tu finalement par
parce que tu as évoqué tout à l'heure, quelque part tu nous dis, on nous impose aussi avoir quelque chose. Maintenant, d'une manière positive, je crois qu'il n'y a pas que des choses. Non. C'est aussi des choses qui nous aident à grandir, de la même manière que quand on voit je trouve on peut s'inspirer dans nos vies, en tout cas d'artistes vivants comme d'artistes morts. Ça veut pas dire que tous ceux qui sont dans les musées sont forcément. Non, c'est pas. Moi, c'est même pas l'esprit critique. Je peux pas dire d'une œuvre elle est bien, elle est pas bien. C'est pas du tout. Je suis pas un juge et je suis pas apte à le faire. Et personne n'est apte à le faire d'ailleurs. C'est pas ça. C'est l'importance que l'on garde à quelque chose qui est inerte, qui n'existe plus aujourd'hui, qui sont des images d'Épinal. Maintenant, on les a dans la tête. Alors, quand quelqu'un vient vers moi et me dit j'ai vu un Picasso, il est magnifique. Non, Picasso, c'est pas magnifique. L'homme est magnifique, son œuvre est magnifique, mais des œuvres détachées, généralement, sont pas magnifiques. C'est pas, c'est ce qu'on t'a dit de penser. C'est ce que tu penses aujourd'hui. Mais faut apprendre à regarder. Oui, mais après, on peut aussi avoir des perceptions devant une œuvre, ressentir même un combat, ressentir un chemin, sans pour autant le connaître. Bien sûr, ça veut dire que tu as qu'une petite parcelle d'une œuvre complète. C'est-à-dire que c'est comme si tu c'est finalement, on se retrouve souvent dans ce cas de figure aussi en face des. Tu apprends un opéra Caruso, tu Voglio bene assai, tu vois ça, tu connais cette air. Tu connais que ça. Donc tu connais 5 minutes dans un opéra qui fait 1h30. Eh ben on en est au même point. Donc on lèche des écueils. On fait que ça dans la vie. Aujourd'hui, on va de partout, mais juste un petit peu. Donc en fait, on n'a plus rien à la sortie. Ah, Picasso, je connais, c'est celui qui fait les femmes avec 2 yeux du même côté. C'est pas que ça. Je veux dire, les mecs, c'est tellement plus large, tellement plus beau. J'admire. Hein, c'est un peintre que j'admire, mais dans sa totalité, pas dans une simple œuvre. Hein. Oui, alors ça, c'est un débat, tu vois, parce que j'entends tout à fait ce que tu dis, et en même temps, je trouve que ces petites choses qu'on peut apprendre, qu'on peut percevoir dans des œuvres, dans des personnalités, c'est aussi peut-être des élans, des moments qui vont nous donner, en tout cas, qui nous font avancer sur un chemin. Et après, on peut avoir la curiosité et l'envie de creuser plus loin, parce qu'on peut pas finalement tout explorer dans son intégralité. C'est pas possible. Mais je crois quand même. Pour défendre un point de vue que même si on n'a pas la globalité des œuvres, on peut quand même percevoir et être touché par. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Bien sûr. C'est-à-dire que voilà, c'est pas quelques noms. Et moi, un des plus grands plaisirs que j'ai eu, et je les aime pas, c'est ça le gosse, important, c'est de recevoir des classes, des écoles de gamins dans l'atelier. Alors, obligé de faire le militaire par terre, hein, assis, vous bougez pas, vous posez des questions maintenant. Mais ils sont curieux, parce que l'artiste, il est vivant, il peut répondre à ce qu'il fait, il peut même prendre un pinceau devant eux, dessiner une tête de cheval. Pour eux, c'est magique. Entrer dans un musée, c'est différent, c'est bien, mais c'est différent. Mais il aurait fallu développer un peu plus ce côté-là, en tout cas. Voilà. Alors, on va bientôt arriver à la fin de notre émission. J'ai 2 questions pour toi. La première, c'est si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais, Robert Di Credico, pour le monde ? Pour le monde, rien, mais alors, que dalle. Rien, pour la bonne raison. Je ne sais pas si c'était de lui, mais on lui attribue, qui dit, Coluche avait dit quelque chose du style avant de t'occuper de ton lointain, prends soin de ton prochain. Hein, c'est-à-dire que c'est bien ce qui se passe de l'autre côté. Ça s'est toujours passé. C'est pas que d'aujourd'hui. Les médias en ont fait des trucs pas possibles. Des guerres, il y en a toujours eu. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Rien. Alors donc, donc juste pour conclure, c'est-à-dire autant mieux bien s'occuper de la personne que t'as, ta famille, la personne que t'as autour de toi. Là, tu peux faire le bien et tu peux changer beaucoup de choses si tu veux, améliorer en tout cas. Alors c'est très bien parce que du coup, tu fais le lien direct sur ma deuxième question, d'une certaine manière. À quoi, Robert Di Credico, ressemble la maison de tes rêves ? La maison de mes rêves, celle que j'ai en ce moment. C'est-à-dire un endroit où je peux travailler, mais le lieu de travail ne se voit pas dans mon lieu de vie. Par contre, dans mon lieu de vie, c'est un véritable showroom. Donc je vis au milieu de la couleur, pour le plus grand plaisir de Ségolène aussi, au milieu de la couleur, au milieu des sculptures, et ça me permet d'accueillir
je suis dans mon monde et j'aime ça. J'aime mon monde. C'est pour ça que le lointain, je m'en balance un peu. J'aime mon monde et ce monde-là, je... Te le rends bien. Ouais, voilà, je l'ai créé. Puis voilà, il a une âme et je suis bien dedans. En tout cas, voilà. Eh ben écoute, vraiment, je te remercie beaucoup de cet entretien, de ce moment passé avec toi, parce que ça nous permet de mieux te connaître, de mieux... En m'excusant pour mes envolées, mais... Mais non, mais ça fait partie de toi, ça fait partie de toi. De mieux aussi comprendre ton âme, entre guillemets, de toucher du doigt ton âme avec ta sensibilité. Donc un grand merci d'être venu. Peut-être que tu as une actualité à annoncer aux auditeurs ? Non, dans l'immédiat, ça va être une fin d'année toute douce. Alors, allez voir, en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas vu déjà, allez voir la statue achetée par la mairie Place Mollard. Place Mollard, ouais. Place de la mairie, plus communément appelée Place de la mairie, ouais. À Aix-les-Bains. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle... C'est important qu'il fallait que je dise. Alors, vas-y. Je sais pas du tout, je suis pas du tout là-dedans. Il faut savoir que la sculpture est un Pokéstop. Un Pokéstop. Voilà. Et je pense qu'il y en a qui comprendront. C'est ça, non? Tu connais les Pokémon, tout ça, non? Personne connaît. Ah non, je connais. Non. Ah ouais, c'est un lieu maintenant. Donc, il a été enregistré et tout. Donc, d'accord. Je suis assez fier parce que ça touche un public très jeune, quoi. Un Pokéstop. Alors, je vais m'informer sur le Pokéstop. Et puis, je crois que celui qui est à l'origine de ça, c'est un certain Pascal. Donc, s'il m'entend, je le salue bien. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, il est l'heure de refermer les portes de l'épicerie culturelle du territoire. Robert, on se retrouve lundi dans 15 jours, pour une autre émission, une autre thématique avec des invités. La thématique, ça sera les artistes et leurs obsessions. Merci, en tout cas, merci à vous de nous suivre. Merci de votre fidélité. Et pour ceux et celles qui souhaitent réécouter l'émission, il y a un podcast sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. On est aussi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et je crois que là, on a tout dit. En tout cas, ce qui reste à dire, c'est likez-vous, suivez-vous, aimons-nous et faisons-nous du bien. Et ça, je crois que c'est les maîtres mots de l'épicerie culturelle du territoire et aussi de Radio Grand Lac. À très bientôt et très bonne journée à tous. À bientôt.